Oui, aussi, c'est possible. Donc, Oui, Eric. d'accord. Donc, Éric Legrand va pas tarder, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, déjà, voilà, vous avez en présence Madame Brigitte Lecordier, Monsieur Pierre-Alain de Gabig, donc, dont on parlait à l'instant. Et je vais vous demander d'applaudir Ivy Desnoules qui monte sur scène, s'il vous plaît. Et Sifano. Et Alors, on se permet d'intervenir en fait parce qu'on fait des conventions à peu près tous les week-ends et on se voit tout le temps. Et Brigitte, depuis plusieurs années maintenant, on l'appelle notre maman des conventions. Donc, comme c'est la fête des mères, avec Sifano, on avait envie de lui offrir un beau bouquet de fleurs. alors qu'est-ce qu'on dit? Bonne fête, Brigitte, les mamans. Merci. Oh. Non. Photo de famille. Prochaine fête des grands-pères. Sympa. Elle dit la prochaine fête des grands-pères alors que j'ai 650 ans. Pas déconner. Allez, bonne conférence, nous on va manger. Bon appétit. Salut, super. Ah, attends, t'as encore une petite chose. Ils sont en train de nous parasiter, là. Et j'espère que vous n'avez pas récupéré les téléphones de tout le public, hein, les gars. On n'est pas... on n'est pas arrivé. Merci Ivy, merci Sifano. Donc, le temps de ce petit intermède, nous avons été rejoints par Monsieur Éric Legrand, mesdames et messieurs. Quel accueil. Merci à tous les enfants de me souhaiter la fête des mères. Je suis hyper ému. Ouais, voici votre papa. Votre grand-père, oui, papa. C'était beau ce moment. Parle dans le micro. Donc, je vais dans le public, je vais passer parmi vous, mesdames et messieurs. Levez le bras, n'hésitez pas à leur poser des questions. Ils sont là pour vous, anecdotes, leur passion, ils sont leur parcours. Première question. Qui a une question pour... Ah, allez, mademoiselle. Donc c'est une question pour vous trois. J'aimerais savoir quelle est la voix que vous avez préféré faire tout le long de votre carrière. Moi, c'est une question qui m'est toujours difficile. Oui. Parce que moi, ce que j'aime le plus souvent, c'est le dernier personnage que je viens de faire. Voilà. Mais en même temps, voilà, il y a des personnages comme Goku, Gohan, ou même Oui Oui qui m'ont emmené dans le monde entier et qui m'ont fait vous connaître. Et grâce à Dragon Ball et à toutes nos japonaiseries, tous ces événements existent aujourd'hui et donc je ne peux pas ne pas les aimer plus que les autres. Voilà. Et toi, Eric? J'ai pas vraiment de réponse à cette question parce que je ne par rapport au doublage en particulier. Comment? Parce que Eric n'aime personne. Oui, ça on le sait, tout le monde le sait. Mais de toutes les façons, relativement au doublage, hein, je ne parle pas en termes de voix, je parle éventuellement en termes de personnages ou d'œuvres sur lesquelles je travaille. Et j'ai pas de préférence particulière, il y a des choses que j'ai aimé faire, d'autres moins. J'ai des bons souvenirs, des mauvais souvenirs, mais je peux difficilement répondre à cette question. Mais en revanche, je voulais dire, j'en profite. Pardon, excuse-moi de t'avoir interrompu, Pierre-Alain. Ah, je t'ai jamais dit ça, mais je vais te le dire en public. J'adore Brigitte quand elle fait dans Dragon Ball les deux. Ah, et Zeno. Les Zeno. Je suis fan d'elle quand elle me fait mourir de bonheur. Et je voulais dire aussi que ce qu'elle a fait dans Broly, elle a fait plusieurs personnages. Et certains, on la reconnaît à peine. Et je l'ai trouvé absolument formidable. Et je voulais te dire je t'aime, ma Brigitte. Ah, c'est franchement sur scène. Déclaration d'amour. Voilà. Vous pouvez applaudir l'amour sur scène. Et, Vous retrouverez le deuxième épisode dans 15 jours. et vous savez que c'est super sympa cette équipe de Dragon Ball. En fait, c'est une vraie famille, une vraie équipe.
une vraie troupe de théâtre en fait, telle qu'on n'en connaît plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on enregistre un petit peu chacun de son côté. Et cette équipe, elle a été soudée dans les années 80. Et c'est génial parce que même quand je viens enregistrer Zeno et que je suis toute seule et que je me morfonds en disant oh là là, c'est triste, j'aimais bien quand on était tous ensemble. Le soir, j'ai un petit message d'Eric ou de Patrick qui me disent ah, on t'a écouté sur Zeno, oh, c'était trop mignon. Et j'adore et voilà. Et je lui envoie des petits cœurs. C'est l'amour, c'est l'amour. Et Pierre Alain. Eux, c'est des mangaka, c'est des mangas, c'est le high level du manga. Moi, pour répondre à la question, c'est plutôt qui sont des joueurs de jeux vidéo ici, de toute façon. Hein, ouais. Donc, ça serait évidemment l'aubergiste de Hearthstone, pour ceux qui connaissent, évidemment. Légendaire doré. Ceux qui jouent à League of Legends, il y en a aussi. Non, il n'y en a pas de League of Legends, si. Ceux qui jouent à Kled est très excité. J'adore faire les mecs très excités, on a remarqué. Donc Kled, il est vraiment très excité, toujours Scarlet. Il est toujours comme ça, il est très énervé. Et il y en a un que j'ai adoré faire aussi, pour ceux qui jouent aussi, c'est Diablo 3. Qui joue à Diablo? Oula, il y en a un paquet, hein. Ah oui, là-bas, il y en a plein. Alors oui, il y en a un, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le brigand dans Diablo 3. Et j'adore parce que le gars, alors excuse-moi, c'est l'amour aussi, mais le brigand dans Diablo 3, il est très spécial. D'abord, c'est un homme à femme, à mort. J'ai pas dit que j'étais un homme à femme, si ma femme est dans la... Non, elle n'est pas là. Mais en tout cas, c'est un veule. C'est-à-dire qu'il se la joue grave. Donc ce qui était très agréable à faire dans ce jeu-là, c'est qu'il avait des ruptures. Ce qu'on aime faire, nous, comédiens, c'est quand il y a du jeu, c'est toutes les ruptures. Donc là, le gars se le jouait, je ne sais pas si vous vous rappelez, on lui demandait tout le temps de partir à la guerre, et en fait, il ne veut pas y aller, quoi. Mais par contre, dès qu'il y a une femme, il change son avis, donc ça donne un truc du style non, la guerre, c'est pas mon truc, non, pas du tout. Comment? Vous y allez avec moi? J'adore la guerre. Donc ce genre de conneries, on a adoré les faire. Voilà, plus plein d'autres choses, des lapins crétins. Et s'il y a un truc dans la pub, mais on en parlera après, ça fait rigoler tout le monde. Qui c'est qui cotait les trésors de Kellogg's? Oui. Voilà, ouais. Bah ouais, ça vous a cassé les bonbons aussi, hein, bien sûr. Là, c'est celui qui font... Voilà. Ça, j'adorais le faire parce que j'ai fait pendant des années... C'est bien con. C'est bien con d'avoir un contrat. C'est quand même dingue d'être payé pour faire ça. Exactement. Et si même on parle d'argent, même si ça n'a aucune importance, ce contrat-là, qui est un contrat avec des Américains, donc c'est Crepes, Kellogg's, et c'est quand même incroyable, c'est le seul contrat qui est très élevé, où je dis pas un mot, quoi. Ah oui. Voilà. Super. Vous avez une autre question? Alors bonjour. Bonjour. J'avais deux questions en fait à vous poser. Alors une première qui est plutôt centrée sur Dragon Ball. Dragon Ball en fait, avec la sortie de Dragon Ball Super, on a vu qu'il y avait des nouveaux doublages. Ah oui, pardon. Ah oui, bien en face, c'est bon, pas très bien. Autant pour moi. Alors oui, avec la sortie de Dragon Ball Super, on a vu qu'il y avait des nouveaux doublages qui avaient été commandés donc, pour faire la nouvelle série. Je voulais savoir si entre cette époque-là et l'époque Club Dorothée, vous avez senti une différence en fait dans la façon dont vous travaillez, le traitement, etc. Et après, alors j'avais une deuxième question pour Éric Legrand. Vous qui avez été directeur artistique sur les films d'animation japonais avec Marie la petite sorcière et chinois avec les fichiers Bégonia, et un autre film d'animation... Bien en face. Un autre film d'animation américain, Le Petit Dinosaure, je crois. Oui, il y a longtemps. Est-ce que vous avez vu justement des différences, encore une fois, de façon de travailler selon éventuellement le distributeur de ces films ou qui commande en fait? Non, il n'y a aucune différence, on travaille de la même manière. La seule différence peut-être dans le temps qu'on nous alloue. Parfois on nous donne 3 jours, parfois 4 jours, parfois 1 jour et demi, parfois pour, je ne sais plus, un animé chinois, enfin il n'y a pas très longtemps, ça y est, j'ai oublié le titre. Je ne vais pas marier un autre qui n'est pas passé au cinéma mais qui est sorti sur Netflix. Ils avaient la prétention de me donner 1 jour et demi ou 2 jours. Et quand j'ai vu, j'ai dit, je ne peux pas le faire en 2 jours, j'ai pas assez de temps. Il y avait des voix d'enfants qui étaient venus m'en faire gentiment plusieurs. Et j'ai dit non, il me faut au moins une demi-journée supplémentaire. Ils ont accepté de me la donner. Ça, mais ils auraient très bien pu me dire non. Et
Et j'aurais dit non, en 2 jours je peux pas, j'ai pas le temps. Donc il l'aurait donné à quelqu'un d'autre. C'est les seules différences de travail, sinon on travaille de la même manière. Le doublage c'est un doublage, voilà. Je sais pas si j'ai répondu correctement. Pas vraiment en fait, oui, tu as répondu correctement parce que tu es un mec correct. Ouais. Mais en fait, pour répondre à ta première question, la différence entre les années 80 et maintenant, en fait la différence, c'est un peu ce que dit Eric, c'est le temps et aussi le matériel, c'est-à-dire que quand nous on enregistrait en 80, on avait des bandes magnétiques et sur les bandes il y avait 2 pistes. Donc on n'avait que 2 pistes. Donc oui, c'était la cassette vidéo à l'époque. Voilà. Donc on enregistrait tous ensemble parce qu'on ne pouvait pas et on se donnait la place et puis quand quelqu'un était un peu derrière, on le mettait un petit peu derrière au niveau du son. On chargeait la cassette vidéo, paf, et on faisait dans la longueur, dans la foulée. Et on faisait... tout l'épisode de A jusqu'à Z, sans aller en avant, enfin sans revenir sur une scène, sans passer une scène après, on le faisait dans la foulée, vraiment, dans la continuité. Voilà, dans la continuité, en effet. Et du coup, on était tous ensemble puisqu'il n'y avait que 2 pistes. Donc il fallait sur ces 2 pistes que tout rentre. Et aujourd'hui, avec le numérique, on peut passer d'une scène à une autre. Donc on n'est pas obligé de commencer le film dans la continuité. On prend les gens les uns après les autres. Ce qui fait que les petits rôles, eh ben, ils sont coupés et ça coûte moins cher au niveau de la production. Et du coup, ça fait un truc, c'est qu'on n'enregistre plus ensemble. On ne se voit pas plus. Forcément. Et il n'y a pas forcément de connivence. Du coup, même quelqu'un qui vient pour un petit rôle, ça peut être génial de jouer avec lui. Et là, aujourd'hui, on ne joue plus du tout ensemble. Hein, pratiquement plus. Voilà. Surtout pour les dessins animés. Ça a des côtés positifs parce que ça permet de nous, quand on travaillait sur une cassette vidéo, si on avait une scène au début de l'épisode et une scène à la fin, on s'emmerdait, on attendait pendant des plombes. Toi, tu t'emmerdais. Toi, tu t'emmerdais. Oui, surtout quand j'étais avec toi. Mais sinon, aujourd'hui, en informatique, on peut passer de la scène 1 de l'épisode 1 à la scène 5 de l'épisode 375, et on groupe tout à la fois. Donc, quand on va travailler, généralement, on sait qu'on ne perdra pas de temps, on va enfiler son rôle, enfin, tout ce qu'on a à faire rapidement. Donc, quand on y va pour bosser vraiment, on n'attend pas beaucoup. C'est vrai. Et c'est plus confortable pour le directeur artistique de faire ses plans de travail, parce qu'il peut gérer ça plus facilement. Mais en effet, on est moins souvent ensemble, on fait beaucoup plus séparément, enfin, c'est assez différent. Disons que, voilà, on enfile un peu les dialogues, un peu comme dans le jeu vidéo d'ailleurs, maintenant, même quand on fait un animé. Et je trouve ça, moi personnellement, je trouve ça dommage, j'aime bien jouer avec mes camarades, j'aime bien cet esprit de troupe qu'on a eu et bon, effectivement, des fois ça fait suer les copains parce qu'ils attendent un peu plus, etc. En même temps, moi j'ai toujours été gâtée, j'ai toujours fait des rôles qui sont là souvent. Mais toi tu couches depuis le début, c'est pour ça que tu as des rôles importants. Ben, voilà, c'est ça d'être un sexe symbole en même temps. Et... enfin voilà, j'ai répondu à ta question. Bonjour, j'ai une question pour... merci. Pour Brigitte Lecordier, c'est quelle a été votre réaction quand vous avez demandé de jouer le personnage de Pipoudou? Parce que c'est quand même un personnage assez particulier, donc juste une question comme ça. En fait, c'était pas tellement ma réaction qui était intéressante, c'était la réaction... Vous connaissez Pipoudou ou pas? Ouais. C'est une série qui a été faite par l'équipe qui a fait les Cassos. Donc c'est des jeunes qui ont grandi avec Dragon Ball justement et qui aujourd'hui sont producteurs de dessins animés et réalisateurs de dessins animés et qui se sont fait plaisir en faisant du dessin animé pour adultes. Et il se trouve que Pipoudou c'est un petit personnage qui est avec ses fuck friends et il pose beaucoup de questions sexuelles. Il se pose beaucoup de questions en fait. Et en fait, cette équipe, c'était mignon parce qu'ils sont venus me demander de travailler avec eux, mais en fait, ils n'osaient pas, ils ne savaient pas comment me le demander. C'est ça qui était génial. Et moi, j'étais hyper enthousiaste, je disais « Ah ouais, trop bien !» etc. Et, attends, il faut que tu lises le scénario d'avant. « Ah ouais, d'accord !» Tu peux venir au bureau. « Ah ouais, j'arrive !» Et puis, quand je suis arrivée au bureau, ils étaient dans leurs petits souliers en disant « Oh là 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 là, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Et finalement, on fait la lecture et ils avaient fait un premier animatique avec 5 fruits et légumes par jour. Et joué par Vincent Repion, que j'adore. Et du coup, ça m'a fait tellement rire. J'ai dit, mais évidemment que je fais ça avec vous. Et c'est bien,
c'est un petit peu tout ce qu'on a rêvé de faire dire à Oui Oui, à tous ces personnages qu'on n'a jamais pu faire. On s'est lâché, C'est génial. Ce qui est bien dans ce projet, c'est que c'est pas fuck pour être fuck, quoi. C'est vachement bien écrit, c'est vachement travaillé, c'est vachement réfléchi. Et tout ce que dit le docteur Lachatte est scientifique. J'aurais une question pour Brigitte Lecordier et M. Eric Legrand. Étant donné que vous avez fait les débuts de Dragon Ball et Dragon Ball Z, j'aurais voulu savoir comment ça a été votre réaction à la première diffusion du film Dragon Ball Super Broly. Pardon ? Dragon Ball Super quoi ? Broly. Le nouveau. Le premier ? Le dernier. Mais j'ai pas compris la question. Alors, moi non plus. Ah oui, excuse-moi. En fait, étant donné que vous avez fait les doublages sur Dragon Ball et Dragon Ball Z, j'aurais voulu savoir quelle était votre réaction à la première vue du film, du dernier film. Mais on ne le voit pas. Ah, vous ne le voyez pas ? Comment dire, on ne le voit pas avant. On arrive en studio, on voit nos scènes et puis c'est tout, on voit pas le film. On ne l'a vu qu'une fois qu'on a eu tout fini, qu'il y a eu une projection, mais sinon le film en entier, on ne le voit pas. On débarque, on fait nos scènes, et puis voilà. Donc mais non, parce que j'ai pas eu de réaction, parce que je ne l'ai pas vu avant, et puisque j'en ai pensé, ne regarde personne. De toute façon, Eric ne pense pas. D'abord, je ne pense pas. Et de toutes les manières, je ne dis pas ce que je pense. Et quand je dis ce que je pense, je ne pense pas. Et quand je pense, je ne le dis pas. Et tais-toi. En fait, Eric est inintéressant, il faut le savoir. C'est vrai. En visant ma Rolls, je rentre chez moi tout de suite. Et alors moi, pour répondre à ta question, sur Broly, ce que j'aimais, je l'ai vu très peu effectivement en studio, puisque j'y suis pratiquement pas. En revanche, quand on a eu la première projection, ce qui m'a fait, j'allais dire vibrer, mais toi, ce qui m'a parlé en fait, c'est que c'était vraiment assez raccord avec les années 80, chose qui n'était pas avant, quoi, dans Super et tout ça. Voilà. Et voilà, sans plus, hein, je trouve que le scénar il est sympa, mais ils sont pas foulés, quoi. Voilà. En revanche, pour être juste avec Eric, il a fait un boulot de ouf parce que je sais pas comment t'as fait, mais quand j'entendais vos cris, moi pour les avoir vécus 20 ans plus tôt, ces cris-là, je me disais vache. C'était pire pour Borg et pour les serfs qui font respectivement Son Goku et Broly. Pour eux, c'était épouvantable. C'est la scène de bagarre qui dure 3 quarts d'heure, c'est à hurler comme ça en permanence. J'ai dû hurler aussi, mais moins qu'eux. Et ça a été hyper trop difficile, je veux dire. Vraiment, c'est un boulot, on se rend pas compte à ce moment-là, je crois. Ah mais une autre question, merci. Bonjour. Oui, alors moi j'ai une question pour tout le monde. Hein, parce que ça me fatigue de l'entendre. Moi, ça me fatigue de m'entendre aussi. Moi, c'est pour tout le monde. Je voudrais savoir quel est le personnage que vous avez préféré jouer. Et dans Dragon Ball, pour vous, je voudrais savoir quelle est votre réplique coup de cœur, celle qui vous a marqué, vous avez adoré dire en fait. Encore une fois, moi, eux, ils sont des spécialistes du dessin animé. Encore une fois, moi, je reviens sur tout ce qui est jeux vidéo Non, bizarrement, ce qui m'a marqué, c'est, par exemple, je prends l'exemple, c'est pour ceux qui ne le savent pas, chez Ubisoft, un soir, on faisait Rayman, vous vous rappelez de Rayman ? Ouais. Que je faisais les Globox, Petit Z et tout ça. Et puis, on était un vendredi soir. Et sur le cinématique qu'il y avait à faire, il n'y avait plus que l'ingénieur du son et moi. Et le gars m'a dit, tiens, il y a un truc sur la cinématique à gauche là, c'est quoi ? Et ils avaient mis 2 personnages qui ouvraient la bouche comme ça. Et on regarde sur le conducteur, il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Et on regarde le truc et on fait, mais ils ouvrent la bouche, il faut faire quelque chose. Mais il n'y a personne pour nous répondre chez Ubisoft, qui est une grosse boîte. Et donc on dit, bah, ça doit partir au Canada ce soir, donc fais quelque chose. Donc il n'y a pas d'écriture, il y a ces 2 personnages qui ont des grosses dents. Et moi je dis, comme il n'y a rien à faire, bah, je vais faire... et ça part, et ça revient 15 jours après, on lui dit, les 2 personnages, on va les appeler, ils ont l'air très cons, on va les appeler les lapins crétins. Allez hop. Et ça devient les lapins crétins quand même. Et pour ceux qui jouent maintenant des années après, ça fait combien
Ça fait bien 20 ans, les lapins crétins. À peu près, ouais. Et maintenant, ces enfoirés de Ubisoft, Dieu me pardonne, ils me font jouer le lapin crétin qui s'appelle Crunchy, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est le vieux lapin crétin. Donc t'es parti en faisant... Puis là, maintenant, il est obligé de faire... Donc je suis ridicule. Merci, Mess. Je vais poser une question. À la base, c'est une série de dessins animés à la base. C'est Rayman, c'était des cinématiques de Rayman. Ils étaient sur les cinématiques de Rayman. Et c'est devenu une série de dessins animés. Après, ils ont décidé que... Parce que quand ils ont fait des tests, ils ont dit, mais en fait, les gens réagissaient sur ces tests-là. Et c'est un jeu aussi. Ah bah après, oui, c'est devenu... Je connais rien, pardon. Le gars, il connaît rien. Non, rien. Mais... Éric Legrand. Ouais. À toi, Eric. C'était quoi la question? Quelle est ta réplique? J'ai aucun personnage qui ait une réplique culte particulière. Non. Je sais pas, il le dit une fois de temps en temps, Final Flash, je sais pas, je sais pas. Mais non, le personnage que Vegeta me fait rigoler parce qu'il a un caractère de chiotte, donc je trouve que c'est rigolo. mais celui que j'ai vraiment préféré faire, c'est le présentateur des tournois, des combats, espèce de malade qui me bat. Ça, je trouve ça très drôle à faire. Je me suis bien amusé. Moi, je sais pas, ma préférée, la plus connue, c'est le nuage magique ou Caméa. Mais ma préférée, ça serait peut-être... Tu peux demander à Gros Costaud c'est quoi la promenade? De toute façon, vous aurez un Caméa certainement un jour à la fin de cette édition. Vous avez d'autres questions? Bonjour, déjà je suis une grande fan de Dragon Ball et je vous adore. Et bah justement je vais vous demander est-ce qu'on pourrait avoir un Kamehameha? Oui, j'en ferai un en partant. Merci. J'aurai un truc à vous demander d'ailleurs avant de partir. Je ferai un Kamehameha mais avant, en échange, j'ai un truc. Ok. J'ai pas oublié. Ah, toi? Je me souviens de ce que tu m'as demandé. Question suivante, quelqu'un? Levez la main, n'hésitez pas. Ah, attends, je vais aller là, ça va être plus simple dans un premier temps. Bonjour. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus un remerciement. Je vois Parce pas. que je suis un vieux fan de Dragon Ball, comme des gens ici. Excusez-moi. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait voir le dernier Broly à mes deux neveux. Ils sont tout petits, au début j'ai hésité parce que je trouvais que c'était quand même assez violent. Mais quand ils ont découvert le pouvoir, parce qu'ils jouent aussi à Final Fantasy, le dernier, et vous avez fait la voix de Talcott, et je me dis, mais c'est la même voix. Ils sont incroyables. Parce que vraiment, Goten, dans le dernier Broly, il a une phrase, je crois. Et pourtant, ils l'ont bien repéré. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce que bon... En tout cas, je suis vraiment génial. Ah ça, justement. Et du coup, ils ont mes mangas. Et je leur ai dit... Ça prouve surtout que t'es pas foutu de déguiser ta voix quand tu te reconnais. Je leur ai dit justement, c'est pas un petit garçon. Et je vous montrais votre photo sur internet. Et là, ils ont pleuré. Quand j'ai dit que j'allais vous voir en vrai quelques semaines après, c'était génial. Ah oui, c'est vrai? Oui, donc je tiens vraiment à bien vous remercier pour ça, franchement. Merci. En tout cas. Moi, je me souviens des premiers fans qui ont découvert en fait que les petits garçons des dessins animés étaient faits par des filles dans les années 90-2000. Et en fait, ça leur foutait toujours un coup en disant mince, j'ai cru toujours que c'était un petit garçon. Ils se sont identifiés à moi et puis merde, c'est une fille. Mais en fait, bon voilà, vous êtes tous. Alors, tu peux te lever s'il te plaît? Non, tu parles pas. Alors bonjour d'abord. Et j'aurais une question, c'est par rapport aux différences de technique pour le doublage entre les jeux vidéo et l'animation. Et l'animation, donc les dessins animés. En fait, on en a parlé hier avec Eric, il y a aussi plein de différences à tous les domaines qu'on va pouvoir utiliser en tant que comédien, où on va se retrouver. Mais entre l'animation et les jeux vidéo, le jeu vidéo, la plupart des jeux vidéo sont tirés de jeux anglais. Donc quand on arrive en séance, on a maintenant numériquement, on a une photo du personnage, c'est pour ça qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et encore, on a une photo du personnage. On a surtout la voix, la wave, ce qu'on appelle, on a le spectre de la réplique du personnage. Alors en fait,
on a toujours deux pistes. On a la piste en anglais et on a exactement le même timing au-dessus. Donc nous on voit, c'est une forme d'onde. Donc nous on entend en anglais quelque chose et on refait pratiquement à l'identique parce que souvent, que ce soit sur les cinématiques ou à l'intérieur du jeu, il faut vraiment au milliseconde près que ça soit. On a un petit peu un écart de 10%. On peut faire ce qu'on veut. Donc ça c'est très jeu vidéo. Donc c'est pour ça qu'on fait parfois, quand on nous demande, c'est vrai que moi par exemple l'aubergiste, quand on m'a dit au bout de quelques années, mais t'es connu quand même pour lui, je savais même pas qui c'était quoi. Donc c'était un peu étrange. Mais en fait c'est pour ça qu'on sépare. On a plein de caractères. Donc ça c'est vraiment typique du jeu vidéo. Parce que ça vient souvent du monde anglophone. Par contre, au niveau animation, il y a plusieurs techniques, ça ils vont vous en parler peut-être. Mais par exemple sur les Mystérieuses Cités d'Or, la nouvelle série qu'on est en train de faire, depuis 3 ans là déjà, avec Marcia Leminou et je sais plus les autres, enfin bon. Oui, c'est vrai. Mais quelque part, on fait à l'américaine ce qu'on a fait aussi pour les Guignols. Moi j'ai fait 30 ans de Guignols de l'info. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un sketch aux Guignols et on faisait le maximum rire avec le sketch. Et là, maintenant, on prend les caractères, on va faire le caractère qu'on doit sur le script et les animateurs vont travailler sur notre voix. Parce que c'est vrai que certaines intonations, c'est plus facile d'avoir des ruptures. Si on a des ruptures en disant par exemple « Oh, je suis super content d'être avec Brigitte Lecordier ». Si je fais ça, le « A » vont pouvoir le faire. Alors que si en anticipant avant, ils font un dessin et qu'on fait un dessin à partir d'une voix entre guillemets lambda, on va être obligé de s'adapter à cette voix. Il y aura peut-être moins de force là-dessus. C'est pour ça que les grands films américains Pixar maintenant qui sortent, ou Sony, etc., sont hyper bien au niveau de l'animation parce qu'ils travaillent en amont. Enfin, les dessinateurs travaillent après sur le jeu. J'ai répondu. Est-ce que je peux ajouter des choses en jeu vidéo, pour compléter ce que vient de dire Pierre-Alain, on est seul en studio devant un écran d'ordinateur. Et sur l'écran d'ordinateur, c'est un fichier Word, tout simplement, avec les phrases qu'on doit dire. Et on nous envoie dans l'oreille, on a un casque, on est seul devant le machin, on nous envoie la réplique en version originale, enfin en anglais, et après, nous, on doit lire, enfin jouer la phrase qui est sur le fichier Word, et sur un autre écran, on a en effet l'onde sonore, et on doit rentrer dans le même temps exactement. Voilà. En animation, il y a différentes techniques. Les Japonais dessinent avant, et ils enregistrent le texte après. Donc les Japonais, ils sont en studio, on leur envoie le dessin et ils jouent leur texte ils lisent leur truc. Et donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas synchrones. Très souvent ils commencent avant, terminent après, ils s'en foutent, ils n'ont pas le même rapport que nous. En revanche, pour tous les dessins animés américains, en effet les voix sont enregistrées avant, comme vient de dire Pierre-Alain, et les dessins sont faits après en fonction des voix. Il y a des logiciels qui détectent très exactement, c'est pour ça que les mouvements de bouche sont excessivement précis. Et même les dessins animés français, on peut enregistrer en studio les voix avant. Mais on est tout seul aussi généralement. Quand il y a des dialogues, on peut être à deux dans le studio, mais il ne faut surtout pas se chevaucher. On se répond, mais il faut que chaque phrase soit vraiment séparée pour qu'après ils puissent monter ça comme ils veulent. On ne peut pas le jouer comme on jouerait dans la vie au théâtre, en se chevauchant, pas du tout. Donc, souvent aussi, on les enregistre seuls, avant. Quand c'est des dessins animés français ou voilà, en pré-recording. Enfin, je ne sais pas si c'est clair tout ça pour voilà. Oui, et sinon, quand on a des dessins animés étrangers, effectivement, on a déjà une version étrangère. Donc, par exemple, je prends Oui Oui. Oui Oui, c'est anglais. Donc, j'ai la version anglaise. Et je dois me caler sur la version. Alors là, c'est du vrai doublage, il y a une bande rythmo, et donc voilà. En revanche, sur un produit comme Pipoudou ou La Petite Mort que je fais actuellement, et beaucoup de dessins animés parce que je fais beaucoup de créations françaises, effectivement, on prend des comédiens qui ont des personnalités, ils font ce qu'ils veulent sur le personnage qu'on leur a indiqué, et là, après, le dessin est fait en fonction du comédien et du réalisateur et de son souhait, ce qui est plus sympa pour nous. C'est clair? Il ne va pas dire non parce qu'il est poli. Moi j'ai une petite question pour Madame Lecordier et Monsieur Legrand. Si je dis pas de bêtises, il me semble que vous avez rencontré vos alter ego japonais et seiyuu de Goku et de Seiya. Je
voulais savoir quel souvenir vous gardiez de cette rencontre et si vous aviez une petite anecdote à nous raconter. Elle a eu du bol, elle était allée au Japon, elle l'a invité au Japon, ça Moi, me ça m'énerve. Moi, je suis allée dans les années 89-90 au Japon, parce qu'en fait, les Japonais, les seiyuu là-bas, c'est tellement des gens tellement précieux pour les Japonais, tellement importants, plus que Catherine Deneuve ici, quoi. Tous les journaux parlent d'eux en continu, ils font toutes les émissions de télé, de radio, ils sont partout. Et du coup, les Japonais, voyant l'impact qu'avait la version française en France, ils pensaient que Eric, moi et tous les autres, on avait un statut aussi important que le leur ici en France. Et comme j'étais le rôle principal, ils m'ont fait venir au Japon pour rencontrer mon homologue japonaise. Et quand je leur ai dit que nous, on n'était personne et que personne ne nous connaissait et que personne ne savait notre nom, en tout cas dans les années 90, c'était vrai, ils étaient très étonnés. Donc voilà, on a fait une émission de télé là-bas ensemble avec la seiyuu Masako Nozawa. Elle faisait Goku grand et moi je faisais Gohan, c'était hyper chouette. Et elle a fait avec son livre justement, et moi il m'avait fait une bande rythmo parce que les Japonais sont très curieux. Et ils sont venus me filmer ici pendant une semaine en France. En ce moment, il y a un petit extrait qui passe pas mal sur Twitter et Facebook de notre rencontre où ils sont venus nous voir en studio, voir comment nous on enregistrait. Ils ont découvert la bande rythmo, ça leur paraissait complètement dingue. Et quand je suis arrivée à Tokyo, eh ben, en fait, ils m'avaient fabriqué une bande rythmo. Donc j'ai pu enregistrer avec une bande rythmo. Alors c'était drôle, il manquait des mots, etc. Mais n'empêche qu'ils avaient fait l'effort. Je suis pas sûre qu'en France on aurait fait l'effort. Une bande rythmo écrite en japonais, ça pourrait être bizarre quand même de toute manière. Je sais pas comment on pourrait faire. De haut en bas. Non mais ils sont les katakana. Mais enfin c'était super. Et j'ai été reçue là-bas, mais comme une princesse, hein, vraiment. Vous pouvez même pas imaginer. J'ai eu 15 jours de bonheur et je leur disais. Et ça existe. Et bon, comme si j'avais fait un vœu, j'avais appelé Shenron en fait. Paf, le lendemain, j'avais eu le truc. Ils m'ont gâté, mais j'ai été dans les plus grands hôtels, et un truc de fou. Dégueulasse. Ils m'ont trimballé partout. Ah oui, oui. J'ai rendu jaloux. Mais à l'époque, ils me trouvaient dingue parce que j'étais la seule à comprendre Dragon Ball et d'apprécier le mouvement que ça pouvait être. C'était complètement dingue. T'as vu ce produit, et quand je suis revenue, je leur ai montré les images et tout. J'ai rien montré du tout à messieurs, même n'importe quoi. À l'Alzheimer, elle raconte n'importe quoi. J'étais hyper jalouse. Et toi, t'as rencontré ton Je l'ai croisé dans une convention, oui, je sais pas si on dit comme un fan de japonais charmant qui fait Seiya. Et ça s'est très bien passé. Bon, il ne parle pas un mot de français, je ne parle pas un mot de japonais, il ne parle pas un mot d'anglais non plus. Donc il y avait un traducteur, on a assez peu échangé, mais on a fait une séance questions-réponses comme ça, c'était très sympathique, il était très chaleureux, très très gentil. Je suis très assez méditerranéen dans mes attitudes et assez tactile, donc j'ai eu tendance à prendre comme ça. Et on m'a dit après, il a été un peu surpris, mais il s'est laissé faire. Alors on m'a dit après, ben non, les Japonais font pas ça du tout. Alors que j'ai toujours à toucher les gens, hein, mais il a réagi très bien. Comment? Ils t'ont touché? Oui, mais toi tu es un symbole sexuel, c'est normal. Et voilà, oui, non, j'ai rien particulier, sauf que c'était un moment sympathique. Tout à fait. Il a dit des choses très très gentilles à mon endroit. J'ai beaucoup apprécié, c'était très courtois, très poli, vraiment, un bon moment. J'aimerais bien d'ailleurs, j'arrête pas de vous dire à la Japan, etc., d'inviter Masako en France, faire l'inverse, ça serait vraiment génial. Et je pense qu'il faut le faire assez vite parce qu'elle commence à être âgée, elle a une pêche d'enfer, mais ça serait sympa de leur rendre leur invitation. Bonjour, j'ai une question. Alors, par rapport aux productions internationales, est-ce que vous avez votre mot à dire sur les répliques qui sont données aux personnages? Est-ce qu'il y a de la place à l'improvisation? Est-ce que vous connaissez bien les personnages au bout d'un moment, j'imagine? Alors, il y a eu deux périodes. Il y a eu la première période, les années 80. Il y avait très peu de gens qui parlaient japonais. Et souvent, on avait d'abord le texte
de japonais qui étaient à peu près traduits en anglais ou en italien d'ailleurs, parce que je me souviens, souvent ça venait d'Italie par Berlusconi. Et du coup, les auteurs français faisaient une traduction comme ils pouvaient au mieux du texte mal traduit qu'on leur donnait. Ce qui fait qu'effectivement, il manque des mots, des fois, des choses originelles qui ne sont plus, etc. Et aujourd'hui, comme il y a la grande mode de la VO, etc., qui est arrivée, qu'il y a plus de gens qui connaissent le Japon, qui savent le situer sur une carte géographique déjà, et savoir que c'est un pays et une langue. Il y a des traducteurs japonais, il y en a de plus en plus, et du coup, c'est très policé par Dragon Ball, par exemple, par la Toei France. Ils relisent tout le texte mot à mot, ce qui fait qu'on ne peut plus du tout... enfin, moi, j'ai aucune latéralité. Et par exemple, mon nuage magique que vous aimez tant et que vous demandez si souvent, je ne peux plus le faire parce qu'il n'est pas japonais, évidemment. C'est un truc que j'ai trouvé dans les années 80 pour appeler mon nuage. Et on ne savait même pas ce qu'il se disait, hein. C'était pas traduit à l'époque. Donc il appelait son nuage, ça faisait... Et, du coup, j'ai fait nuage magique pour faire rigoler Éric Legrand, qui m'avait dit, c'était à cause de la musique qu'il y avait. C'était la musique qu'il y avait dans la pub, qui faisait... Il dit ça, tu ne pourras jamais le placer. Tu fais je l'ai placé. Voilà. Et c'est devenu un nuage magique. C'est grâce à Eric que c'est magique finalement. Aujourd'hui, en effet, il y a des auteurs de toute manière, il y a toujours eu des auteurs. Aujourd'hui, en effet, la Toei est responsable de vérifier les textes avant, donc on ne change, pour ainsi dire, rien. Si de temps en temps, s'il y a une faute de français, un mot mal adapté, ou des répétitions, des choses à dire, non, on pourrait dire... Il faut justifier, hein. Comment ? Il faut le justifier. Éventuellement. Enfin, bon, on a encore cette liberté-là éventuelle de dire en meilleur français certaines choses, mais on touche très peu de choses. À l'époque, c'était pareil, on changeait pas non plus grand-chose, mais on savait pas non plus vraiment ce qui se disait, et on aurait eu plus de liberté. Mais on ne l'apprenait pas non plus parce qu'on ne savait pas de quoi il s'agissait vraiment. Enfin bon, c'est un peu compliqué tout ça. J'allais rajouter quelque chose, j'ai oublié. J'ai une mémoire de poisson rouge. J'allais rajouter que je t'aimais ? Je ne sais plus. Mais en tous les cas, toutes les erreurs de texte qu'il y avait, on nous en fait le reproche souvent, mais on n'en est pas responsable. On n'en a jamais été responsable. Nous, en plus, quand le produit a débarqué à l'époque, on m'a posé la question hier, il a été écrit cachalot à un moment donné, j'ai appelé Son Goku cachalot, c'est écrit cachalot, mais j'avais aucun moyen de savoir qu'il fallait pas le dire. Je sais pourquoi l'auteur a écrit ça, on ne le saura jamais. Et moi non plus, c'est écrit, bon ben je l'ai dit, et c'est tout. Et on nous en fait le reproche, mais nous, on n'est pas des auteurs. Bon. C'est comme le Kamehameha, hein, c'était vague déferlante. Oui. Et à un moment, moi j'en avais marre de dire vague déferlante, je disais, ça n'a pas, c'est pas fort quoi, vague déferlante, c'est mou quoi. Et je disais, mais ce qu'il dit en japonais, c'est vachement, c'est fort quoi, le Kamehameha. Et du coup, on l'a gardé, mais on savait même pas ce que ça signifiait, si c'était un gros mot, voilà. Et aujourd'hui, on ne pourrait plus du tout changer quoi que ce soit. On ne pourrait pas dire, il dit ça en Japon, en fait. Ah non, on dirait non, la Toei veut pas, c'est ça qu'il faut qu'on dise, donc très bien. Ce qui fait que Son Goku est devenu Kakarot, ce qui est un peu ridicule d'ailleurs, parce que du coup, Kakaroto, c'est... il y a plein de femmes qui apprécient que je l'appelle une carotte, enfin qu'on l'appelle une carotte aussi. Bon, on s'en fout, on va pas en parler pendant des heures, ça va. Non mais Toriyama, il s'est marré avec les noms en mettant des noms de légumes à tous ses personnages. Soit on le traduisait en légumes, ça aurait pu être marrant, mais au départ, à partir du moment où on l'a appelé Son Goku, parce qu'il s'appelle aussi Son Goku, je trouve ça un peu bête de revenir en arrière, mais bon voilà. C'est vrai qu'on aurait pu se marrer avec les prénoms, mais il n'y avait pas cette dimension. Ça finit, il y a une charmante femme qui a posé une question. Il faut la faire taire, elle n'en finit plus. Oui, alors, je vais... C'est parce que... C'est bon? Alors, une question pour monsieur. Pierre-Alain de Garrigue. Merci d'être venu, je n'avais pas mis d'affiche. Je serai en tournée au Tourtour le 14, donc je déconne.
Je ne vous connaissais pas, juste la Je ne me connais pas non plus, ne vous inquiétez pas. Vous faites des voix dans Adibou. C'est vous qui faites la radio, les blagues dans Oui, oui. Alors d'abord, pour ceux qui sont à qui j'ai cassé les bonbons quand ils étaient petits, je suis la voix d'Adi au départ, pour ceux qui s'en souviennent. Bonjour, c'est moi, Adi. Donc voilà, qui vous a appris le français, ou etc. Adibou. Et après, Adibou était fait par une fille. C'est voilà, et toi tu fais Adibou dessus. Et Adibou c'est d'Olive Andel. Et par contre, oui, pour répondre à ta question, toutes les blagues nulles, toutes les recettes de cuisine, Robbie Todd, je crois, c'est tout ça. Ouais, tous ces personnages-là. De toute façon, dès qu'il y a un personnage de la con, c'est moi qui les appelle. C'est quand même dingue ça. Ouais, c'est fou quoi. Oui, c'était moi, Adi. Et je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié un truc aussi parce que ça m'a fait percuter ce qu'a dit Eric. Quand on demande quelles sont les choses qu'on a préféré faire, il y en a qui jouent à Portal. Waouh, il y en a quand même. Est-ce que vous vous rappelez les tourelles défectueuses de Portal? Ça, c'était vraiment bien à faire. C'était un peu pareil, Eric. C'était des tourelles de contrôle qui pétaient un câble. Donc c'était vraiment genre, c'était oui, c'est pas la compte pourquoi. Jean de Baguette, non, et Eric Legrand, Brigitte Legrand. C'est à peu près ça. Tu as parlé de nous en faisant ça? Génial. Spécial dédicace. Je suis tenu. J'ai des sponsors personnels. Je suis obligé, quand je suis soit sur scène dans un jeu vidéo, je suis obligé de dire, je vais vous le faire, je déconne pas. Dès que j'arrive dans un endroit, je suis obligé de dire, bonjour, Mars, M&M's, les mini-quiches de Belin, les préservatifs Starfly, Brigitte Lecordier et Eric Legrand vous présentent Pierre-Alain Gallet. Et je suis obligé de dire la même chose quand je pars. Mars, M&M's, les mini-quiches de Belin, les préservatifs Starfly, Brigitte Lecordier et Eric Legrand vous sont présentés Pierre-Alain Gallet. Et quand je suis aux Antilles, je le fais avec l'accent antillais, mais je vais pas le faire. Il y a des Antillais ici? Il n'y a pas d'Antillais. Maman, tu es famille à moi. Je peux le dire. Tu es famille à moi. Et je me fous pas de la gueule des Antillais parce que ma femme est antillaise et ma fille est antillaise. Donc j'ai le droit de le dire. Brigitte Lecordier. Applaudissez Brigitte Lecordier. Et surtout le grand Eric. Chez nous aux Antilles, c'est le grand Eric. Voilà, ça c'est fait. Bonjour, alors moi j'aurais une petite question pour Eric Legrand. Ce serait une question à Sozy, savoir si vous pourriez nous jouer une petite scène de Vegeta où il dit comment oses-tu frapper ma Bulma? Savoir si devant tout ce peuple... Comment oses-tu frapper ma Bulma? Oui. Avec la voix de Vegeta, vraiment l'envie. Est-ce que tu as vu comment je la hurle, cette réplique? Ouais, allez, Sérieusement. Il travaille demain. Je travaille demain, j'ai 3 plateaux demain. Avec quelques encouragements, je suis sûr que ça peut passer. Non, réellement je ne le fais pas. Je hurle comme un malade, j'ai la voix fatiguée. Et vraiment, c'est pas de la mauvaise volonté, mais je la préserve parce que je veux pouvoir. Déjà, hier au soir, j'étais très fatigué et je voudrais pouvoir travailler correctement demain. Ça marche, je comprends, pas de soucis. Merci beaucoup. Brigitte va vous la faire. Brigitte va vous la faire. Et je déteste qu'on me demande de faire des choses que je ne peux pas faire. Il n'y a pas de souci. N'insiste pas, sinon je vais vraiment me fâcher. Et je me fâcherai doucement en silence. Et je t'éclaterai la gueule dans la coulisse. Ça, c'est excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, ça arrive. Attends, il faut que je traverse mon prof Pédard. Ah. Non, je suis pas beau. Bonjour. Moi j'avais une question pour Brigitte. Comment vous avez accueilli finalement l'histoire de la petite main? Mortellement. Bah écoute, t'as accueilli quoi? Mortellement. Mais accueilli quoi? La petite mort. Ah! En fait, j'ai rencontré David Moyer lors d'une convention comme ici. On était à Toulouse. Et je l'ai vu parce que quand je viens dans les conventions, je vais toujours voir les auteurs de bandes dessinées et les mangakas, etc. Je vais toujours les saluer, leur dire bonjour. Aujourd'hui, je n'ai pas pu depuis hier aller les voir ici d'ailleurs, mais j'irai les voir. Et parce que j'aime beaucoup la bande dessinée et j'aime bien la création.
Et j'ai rencontré David et on a parlé. Et il m'expliquait que quand il était petit, en fait, c'était un fan de Dragon Ball, comme beaucoup d'entre eux. Et il dessinait beaucoup à l'école parce qu'il voyait, avant de partir, un épisode de Dragon Ball, mais il n'avait pas vu la fin parce qu'il y a le quart scolaire, elle le ramassait avant la fin de l'épisode. Et dans sa tête, il jouait la suite de ce qu'il n'avait pas vu. Et donc ça l'envahissait. Et du coup, il dessinait beaucoup sur ses cahiers des dessins de Dragon Ball. Et donc tous ces petits personnages, ils avaient ma voix sur ces cahiers. Cahiers. Ouais, je suis de Paris, on dit des cahiers. Des cahiers. Et quand il a fait La Petite Mort, en fait, la voix de La Petite Mort, elle avait un petit peu ma voix. Et quand il m'a rencontré, il m'a dit « Oh là là, si je faisais un dessin animé de cette bande dessinée, qu'est-ce que j'aimerais que ce soit toi ?» Et je dis « Mais avec plaisir, au contraire, ça serait super marrant, quoi. » Non, tu lui as dit « T'as la thune, tu me donnes combien ?» Et la chance, c'est que ça a été mis en dessin animé. Et du coup, il a fait appel à moi et j'apprécie beaucoup ce travail. On est en train d'enregistrer la 3e saison, là. J'ai enregistré des chansons avec PV Nova, d'ailleurs c'est marrant parce que du coup il y a tout qui se mord la queue avec les gens de YouTube et tout et c'est sympa. On se rencontre tous, voilà. C'est un grand bonheur que de faire La Petite Mort. Bye au téléphone. Bon, excusez-moi mesdames et messieurs, je suis obligé de gérer le planning au cordeau. Oui. Et qu'il faut quand même que vous alliez manger, que je sois à l'heure, et qu'on a prévu un petit truc qui va nous prendre quelques petites minutes, n'oublie pas. Ah oui, c'est vrai. J'ai un truc à vous demander. Alors, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. D'abord, c'est la fête des mamans et vous êtes tous mes enfants, donc effectivement, on est venu me la souhaiter tout à l'heure sur scène. Vous n'étiez pas tous là. Mais aussi, c'est l'anniversaire de mon fils. Mon fils, il s'appelle Louis. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et j'aimerais, puisque je ne suis pas avec lui, que vous lui souhaitiez son anniversaire. Je vais vous filmer. Ça vous dit? Ouais. Alors attention, je suis hyper bonne. Après, je vous ferai un Kamehameha. On appelle ça du chantage, hein. Tu veux le Kamehameha, tu chantes, public, hein. Tu chantes. En tout cas, pendant qu'elle programme son téléphone, moi je vous remercie public et je vous demanderai encore d'applaudir quand même ces grandes personnes qui ont fait notre enfance, qui font notre quotidien. Voilà, je veux dire, c'est toujours avec plaisir, moi que je travaille avec des gens comme vous, des comédiens tels que vous, on s'en est assez parlé, j'en ai d'autres. Et très fier pour la première participation avec Eric en tout cas. Brigitte, je dirais que bon, c'est bien du quotidien, on se croise très souvent. Et la bonne surprise de cette année aussi, c'est PA, hein, parce que franchement, c'est très cool, quoi. Je veux dire, c'est... Ouais. Et en plus, j'ai pas le savoir-faire, mais je dirais... Il essaie de le faire bien, applaudissez-le quand même. Attends. Toujours imité, jamais égalé. Oui. Il s'appelle Guillaume Mimouna. Alors, message pour Louis. Attention, joyeux anniversaire, c'est ça? Alors, pour Louis, on commence. Joyeux anniversaire, oui. Joyeux anniversaire, oui. Joyeux anniversaire.